Désolé pour l'attente. On a essayé de s'équiper avec les micros, mais les panélistes arrivent au podium. Merci beaucoup à tous de vous être joints aujourd'hui à nous. Vraiment, bon, une salle pleine. Merci. Et bon, on est vraiment content de démarrer la conférence ou continuer avec la conférence avec notre panel ici. Nous avons Blair White, c'est Assistant Deputy Minister of Digital Health. Il est sous-ministre adjoint, santé numérique, gouvernement de Terre-Neuve-Labrador, Paul Menard, vice-président des programmes et des technologies eHealth Saskatchewan, et Shanna Malvec, vice-présidente exécutive, services de santé numérique et d'information provinciaux, Colombie-Britannique. Merci beaucoup de vous joindre à moi aujourd'hui. Alors, nous allons avoir une conversation au cours de cette séance. Je vais poser quelques questions et ensuite je vous inviterai à intervenir. Il y aura également quelques responsables d'Inforoute qui vont nous aider. Si vous avez une question, s'il vous plaît, n'hésitez pas à les poser. Les périodes de questions pour le public. Alors, mais on va commencer avec quelques questions juste pour démarrer la séance. So, let me start with, Alors, le titre, c'est Moderniser le système de santé grâce aux soins connectés. Alors, j'aimerais savoir ce que cela signifie pour vous, pour vos provinces. C'est quoi votre vision qui sous-tend la transformation que vous essayez de mettre en œuvre? Shannon, peut-être à vous? Est-ce que vous m'entendez? Très bien. Alors, on passe tout de suite aux soins connectés. Alors, permettez-moi de vous décrire ce qu'il en est du milieu clinique, parce qu'on utilise beaucoup le mot soins connectés du côté numérique également dans le milieu, avec quelques nuances. Tout d'abord, du point de vue des soins d'ensemble à l'échelle du système, nous essayons de réaliser les soins cliniques par la possibilité de mettre en œuvre des équipes interdisciplinaires. Donc, comment rattacher les patients non rattachés à des prestataires de soins et comment nous assurer que les dossiers médicaux soient en place sur le long terme plutôt que des soins épisodiques que nous voyons de plus en plus. Nous essayons de voir comment nous allons pouvoir continuer à faire la promotion des soins connectés par cette perspective longitudinale connectée. Du point de vue maintenant de la santé numérique, nous avons une nouvelle stratégie, une nouvelle vision qui vise à créer un système de soins connectés qui est fiable et auquel font confiance tous les utilisateurs, les cliniciens, les patients et tout le monde. Et donc, on veut répondre aux besoins de la santé de tous. Et nous avons une nouvelle initiative qui s'appelle notre système de soins connectés. Nous avons commencé à utiliser le mot système de santé de soins connectés pour faire allusion à plusieurs points, mais c'est notre nouvelle terminologie qui vise ce qui n'existait pas, ce qui était auparavant l'interopérabilité, donc l'échange d'informations. Nous voulons mettre sur pied ce système de soins connectés. Il y a 3 buts. Le premier consiste à faire la promotion de ce partage des données cliniques sans faille et sécures pour soutenir une transition sans faille des soins. Deuxièmement, nous voulons habiliter les citoyens à être des participants actifs dans leur santé pour qu'ils aient accès à leur information de santé, aux services de santé également. Et troisièmement, nous voulons créer une meilleure expérience de prestation de soins qui permet de réduire le fardeau administratif qui vivent maintenant, qui doivent travailler donc se rendre à différentes sources pour trouver des formulaires, etc. Ils travaillent dans un environnement hybride et ça prend plus de temps. Comment donc prendre cette information et regarder cet échange d'informations de façon intégrée pour que cela puisse réduire le fardeau administratif et pour leur permettre de faire ce qu'ils font le mieux, c'est-à-dire prodiguer des soins de qualité. Formidable, merci. Tout comme ce qu'a dit Shannon à Saskatchewan, du point de vue du milieu clinique, nous avons mis en place une stratégie de soins connectés que nous essayons de renflouer, consiste à faire en sorte que différents cliniciens de prestataires de santé travaillent en collaboration lorsqu'il s'agit du côté numérique. Comment rendre ceci possible? Il y a beaucoup d'initiatives,
que nous avions examinés avant la pandémie étaient là. Évidemment, nous les examinons suite à la pandémie. Beaucoup de choses ont changé. Donc, on met beaucoup l'accent sur les soins virtuels. En Saskatchewan, évidemment, avec les communautés isolées et rurales, il a été difficile d'envoyer les prestataires de soins dans les collectivités pour leur offrir des soins que la population est habituée. Nous avons essayé d'utiliser les soins virtuels, surtout dans la salle d'urgence, et nous le faisons depuis 2, 3 mois. Et c'est quelque chose que nous explorons et c'est fort important. Et d'ailleurs, évidemment, c'est à travers la pandémie, 60% des citoyens maintenant ont accès à leur dossier patient grâce à un portail patient. Donc, on veut optimiser davantage cet outil. Nous croyons réellement que les citoyens sont des participants clés dans le concept d'interopérabilité. Donc, non seulement de partager à travers les patients, mais à travers les différentes juridictions. Nous voulons leur permettre d'avoir accès à ces informations, de partager ces informations, non seulement au Canada, mais partout dans le monde. Donc, essayer de formuler les normes et les différentes composantes. C'est très important. Évidemment, nous faisons la chose semblable avec les prestataires de soins de santé. Nous essayons d'utiliser les différentes technologies en Saskatchewan. Nous avons une gestion centralisée d'informations et les systèmes portant dans le système de santé, mais il reste encore beaucoup de travail à faire. Nous avons la capacité de partager plus facilement cette information par rapport à d'autres juridictions. Donc, dans l'ensemble, voilà les pays clés. Et le dernier point que j'aimerais soulever, c'est que depuis 3 ans maintenant, nous avons écarté beaucoup des choses que nous avons l'intention de faire parce qu'il fallait composer avec la pandémie. Beaucoup de bonnes choses ont découlé de la pandémie. Évidemment, il y avait d'autres systèmes, anciens systèmes, de la technologie qu'on n'avait toujours pas touché. Maintenant, il y a une demande accrue. Donc, pour régler toute la question de ces anciens systèmes de technologie, des choses telles que les télécopieurs, je ne peux pas croire qu'on parle encore des télécopieurs. C'est toujours très dominant. Donc, beaucoup de choses là doivent être modernisées, évidemment, non seulement dans le système de santé, mais il faut également moderniser la technologie qui appuie le système de santé. Donc, nous cherchons un moyen de promouvoir, d'habiliter le système et lui permettre d'avoir un accès plus facile à l'information et la technologie. Il y a 10 ans, on pouvait se débrouiller sans moyens technologiques. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Donc, il y a vraiment un changement profond dans l'environnement. Comment soutenir donc les technologies clés en santé numérique? C'est désormais un outil essentiel et clé pour livrer les soins. Merci. Donc, le cheminement est semblable. Je risque de me répéter. Dans l'Est, à Terre-Neuve, nous avons un plan d'accord sur la santé qui réimagine un petit peu les soins de santé. Et là, on s'étend un petit peu jusque dans les services sociaux parce qu'il y a les déterminants sociaux des données, mais je pense que la réalité nous oblige à aller vers ces confins et s'assurer que les données arrivent aux patients et aux soignants. Donc, il y a le côté social qui nous donne l'impulsion, mais c'est aussi la base, les fondements de l'accès aux soins. Ce sont les deux piliers. Ensuite, comment permettre aux citoyens de notre province d'avoir un accès numérique aux soins? Donc, comment voient les citoyens, comment les citoyens voient-ils les médecins? Eh bien, un jour, ils vont voir un médecin de famille, un autre jour, c'est un service social, et ça peut aller jusqu'aux soins aigus. Donc, nous avons là l'occasion de connecter nos citoyens au système de façon numérique. Et comment entrevoient-ils une version simplifiée de ça? Ce sera un exercice de gestion du changement. Et ensuite, pour les fournisseurs, les équipes collaboratives sont élargies, connaissent une expansion. Les volets social, les services sociaux est ajouté à ce concept clinique. Nous devons pouvoir doter tout cela. C'est un nouveau défi que nous avons. Comment doter ces milieux cliniques et comment connecter cette clinique comme point d'entrée au système à d'autres services, inforoutes,
permet manifestement le pays de se connecter aux pharmacies et ensuite les mécanismes de référencement, les laboratoires et ainsi de suite. Comment cela est-il connecté aux données? Ce sera un cheminement. La pandémie nous a poussé pour nous permettre désormais de faire certaines choses et les citoyens de la province nous poussent dans le dos. C'est une nouvelle impulsion parce que les fournisseurs, eux, nous poussaient depuis déjà longtemps, mais là, ça vient aussi des citoyens. Et les soins virtuels sont un facteur habilitant clé. Nous sommes très rural comme moyen. Beaucoup de nos citoyens y vivent. Nous devons donc pouvoir numériquement les assister. Donc, il y a des défis à surmonter. L'équité devient un enjeu en milieu rural et auquel nous sommes pris aux prises. Comment s'assurer que le monde numérique peut fonctionner dans toute la province jusqu'au nord du Labrador? Et c'est le cas dans beaucoup de provinces d'ailleurs. Il y a un défi d'équité. Mais c'est une occasion importante pour beaucoup de gens aujourd'hui dans la salle, de même que dans le monde technologique, puisque le système de santé nous oblige à mettre plus d'informations devant les fournisseurs, devant les patients, d'alléger la demande de nos salles d'urgence, de nos équipes cliniques. Est-ce qu'on peut garder nos gens à la maison le plus possible ou dans des soins de longue durée plutôt que de les transporter continuellement? C'est donc une époque fascinante pour être dans l'industrie. Bien sûr, qui comporte ses défis, mais c'est une époque fascinante pour voir que de notre côté du système, nous sommes vus comme un facilitateur, un facteur habilitant clé. Disons que ça a toujours été le cas, mais là, on est à un niveau record pour ce qui est de faciliter l'accès. Merci, merci. Excellent. C'est évidemment une transformation complexe, beaucoup de dimensions. Est-ce que pouvez-vous parler un petit peu de vos priorités et comment vous démarrez cette transformation? So it's a very complex transformation. Alors, c'est complexe comme transformation avec de multiples dimensions. Quelle est votre toute première priorité et ou les problèmes clés auxquels vous tentez de vous attaquer d'abord pour mobiliser une telle transformation? Paul, vous pouvez peut-être commencer? Bien sûr. Notre plus grand défi, pas seulement pour la santé numérique, mais aussi pour la province et son système de santé, c'est notre pénurie de main-d'œuvre, tant du côté des fournisseurs de santé que du côté des spécialistes en technologie et de numérique. Le défi, c'est de recruter du talent et réussir à faire des choses qu'on faisait tout à fait normalement avant la pandémie. Or, ces choses normales sont un grand défi maintenant. Donc, gérer tout cela, régler tout cela, on a différentes stratégies. En Saskatchewan, on a créé des agences de recrutement notamment, des stratégies élargies aussi, qui s'attaquent un petit peu au marché mondial pour recruter. Et je pense que tout le monde ici est dans le même bain. Le vieil adage nous dit comment mieux faire circuler l'information, pas seulement dans la province, mais d'une province à l'autre. Blair vient de le dire, j'en ai touché un mot. Alors, on cheminait vers un plus grand accès à nos citoyens. Ils ont commencé à voir les données, l'information. Alors maintenant, la demande est énorme, ce qui propulse beaucoup de transformations. Comment les alimenter en information, les citoyens, et tous obtenir la même information en même temps que les fournisseurs. Que tout cela soit connecté. On voit beaucoup de succès, pas seulement au niveau des résultats pour les citoyens et patients, mais aussi au niveau de la collaboration entre fournisseurs. Et enfin, c'est ce défi d'accès en milieu éloigné et rural en Saskatchewan pour stabiliser les salles d'urgence, notamment par les soins virtuels. Ça a été très difficile en Saskatchewan de maintenir l'accès à des médecins pour nos gens en milieu éloigné et rural.
Et j'ajouterais à cela, même si ça a été abordé, le problème le plus pressant, c'est les ressources humaines en santé et la pénurie. En Colombie-Britannique, vraiment, il y a le taux le plus élevé de patients orphelins, donc de médecins, comme on le voit dans les médias. Le problème de soins primaires, c'est quelque chose auquel on s'attaque vigoureusement depuis quelques mois. On fait du progrès, soit, mais beaucoup reste à faire. Et on a plongé à fond là-dedans des séances de consultation au printemps. Et les médecins de la Colombie-Britannique ont fait un autre sondage, c'était à l'automne, qui met en lumière le besoin qu'on doit se concentrer sur l'échange d'informations, le fait que le système n'est pas bien connecté, ce qui contribue à notre lacune en pénurie de ressources humaines de santé. Ensuite, j'ai parlé du dossier médical électronique, mais il y a d'autres outils, la messagerie sécurisée, les signatures électroniques et d'autres. Et on a créé une expérience un peu disjointe. Et des fournisseurs de soins virtuels ont apparu. Ils ont débauché certains de nos fournisseurs. Et là, on cherche une solution à cela aussi. Ensuite, à travers le système, toutes nos transitions de soins sont encore fondées sur le papier. Vous parliez du fax, du fameux télécopieur. Quand le bureau est chez son médecin et doit être référencé ou référé à un oncologue, ça se fait par papier maintenant, au moment où on se parle. Combien de temps cela prend-il et où se situe ce formulaire? Et ensuite, les dépistages aussi, les résultats sont renvoyés manuellement. Problème ultra pressant pour nous. Comment pouvons-nous appuyer l'échange d'informations, la connexion, afin de mener à une meilleure expérience pour que les médecins et les patients obtiennent l'information, comme Paul l'a dit. Nous cherchons à améliorer l'expérience aussi pour s'attaquer aux problèmes des ressources humaines. D'autre façon, on ne peut pas toujours embaucher de nouvelles ressources. Blair, parlez-nous un petit peu de technologie. Il y a des gains rapides et puis il y a le côté réglementaire. Comment prenez-vous vos premiers pas le long de cette route? Je pense, d'après ce que j'entends, qu'on fait tous le même boulot au quotidien. L'accès aux soins est le problème de fond. La technologie est vue comme un moyen pour aider à régler cet enjeu. Les soins virtuels existent depuis longtemps, la télémédecine existe depuis longtemps, mais aujourd'hui, ça se produit à un rythme auquel on essaie de se rattraper. On croit dans l'industrie que les soins virtuels peuvent aider à favoriser l'accès aux soins primaires. Ceci recoupe aussi l'accès aux salles d'urgence. Les deux enjeux sont des priorités chez nous et on cherche et on se tourne vers le numérique pour permettre tout cela, ce qui devrait être un processus relativement simple. La gestion du changement, Shannon en a parlé, est un défi. Gérer le changement en matière de technologie, c'est complexe. Ça demande du temps. Le flux d'informations est important plus que jamais. Est-ce que tous les fournisseurs peuvent faire des commandes électroniques? Pourquoi les résultats ne reviennent-ils pas? 811 est devenu vraiment important dans le système. Les fournisseurs cherchent ces données de façon instantanée si possible. C'est à quoi on aspire. Et autre numéro que le 811 ou qu'il soit élargi pour aider les problèmes d'accès. Du côté administratif, donc, il y a une grande demande de données sur la pénurie de ressources humaines. Donc, là aussi, on se tourne vers la technologie. Les gens sont censés travailler ici aujourd'hui. Combien sommes-nous aujourd'hui sur place? Comment va le recrutement? Donc, il y a beaucoup d'activités de ce côté-là aussi. Pendant les années, on s'est concentré sur les fournisseurs et les patients, mais là, du côté administratif, c'est d'inclure de la technologie dans le recrutement.
Et au niveau des ressources humaines de la santé, beaucoup de travail. Du côté HHR et accès, on cherche des solutions. Les défis sont complexes et il y a beaucoup de gestion du changement qui nous attend. Très bien. Des similarités dans vos propos, dans la vision. Est-ce qu'il y a des opportunités de collaboration au niveau pan-canadien ou entre les provinces? So there's a lot of similarity. Beaucoup de similitudes dans vos défis et au niveau de la vision. Entrevoyez-vous des occasions pour une collaboration pan-canadienne? Que pouvons-nous faire différemment? Qu'est-ce qui existe déjà sur lequel on puisse s'appuyer? Shannon. Oui, je vous écoute tous deux et je pense qu'on est aux prises avec exactement les mêmes problèmes. Comme vous, on regarde nos processus de ressources humaines et solutions potentielles pour visualiser les lacunes, l'amélioration des processus. Donc, ensuite, du côté des patients, on a des stratégies semblables, de toute évidence. Donc, la collaboration d'une province à l'autre, c'est la clé. Des tribunes comme celle-ci sont fantastiques pour nous, permettant à nos équipes de se connecter, à réseauter. Et je pense que en réseau, InfoRoute a tenu un événement et là, on a partagé nos stratégies numériques de santé et il y avait des similitudes d'un bout à l'autre du pays. Déjà, on a établi des liens très importants auxquels on donne suite. Plus on peut faire ça, plus nous serons aidés par la situation. Et déjà, on a entamé une table FTP depuis 2 ou 3 ans. C'est au niveau des sous-ministres. Et c'est une autre tribune où nous voulons veiller à ce qu'il y ait collaboration. Pour ce qui est de l'interopérabilité, les normes des données, les standards, etc., déjà, ça mène à beaucoup de travail. Vous en entendrez beaucoup parler. Donc, InfoRoute Canada et l'ICIS notamment nous aident à cet égard, partager non seulement des standards technologiques, mais des architectures, des standards en matière de dotation ou de fourniture. L'équipe de Philippe sur les processus critiques. Donc, ça va beaucoup plus loin que des solutions technologiques. Mais nous devons bâtir ces relations et cette collaboration. Je suis entièrement d'accord avec ce que Shannon vient de dire. Ça ressemble beaucoup à ce qu'on voit en Saskatchewan. J'ajouterais que dans la pandémie et maintenant, offrir beaucoup d'informations, de renseignements aux citoyens est au premier plan maintenant du partage d'informations d'une province à l'autre. C'était présent. Les fournisseurs sont aux prises avec cela depuis des lunes, mais là, maintenant, il y a vraiment une grande poussée, un défi pour nous. Comment partager cette information d'une province à l'autre plus facilement? Pas seulement au Canada même. Nos citoyens voyagent et ils veulent avoir accès à des données, des renseignements, qu'il s'agisse d'obtenir un IRM en Floride ou de revenir en Saskatchewan pour des soins ou d'autres scénarios. Le besoin est réel. Trouvons des standards communs et des moyens de partager les données. La Saskatchewan considère que c'est une bonne occasion pour aider le patient à naviguer tout cela et être peut-être le facteur clé, le joueur clé. Et du côté fournisseur, comment faciliter cela?
a travaillé avec l'Alberta et le Manitoba, nos provinces voisines, bien sûr. Déjà, des bons pans de travail ont été abordés. Mais comme pays, en tant que pays, nous devons faire tomber un petit peu les obstacles et les défis en matière de vie privée, réglementation, etc. Ça peut être fait, mais ça demande du temps. Beaucoup de provinces devraient y consacrer du temps, mais il y a ouverture à cela de la part des différentes provinces. Et puis, Shannon a parlé des processus, des standards, de la conformité. Là, on pourrait s'uniformiser et jeter les bases pour une plus grande interopérabilité, un meilleur flux des données dans le pays, et je l'espère même autour du monde. Donc, je ne veux pas répéter ce qui a déjà été dit. InfoRoute nous a aidés à voir comment on doit collaborer, à faire de la recherche et la collaboration mise en lumière ici, si c'est bien mis en œuvre au pays, bien, la prochaine étape, c'est le citoyen à la maison avec des appareils branchés qui vont transmettre des données. Et les fournisseurs, évidemment, d'appareils et tout ça veulent savoir quels sont les standards canadiens. Donc, on va jusqu'aux soins aigus. L'intelligence artificielle s'en vient. C'est déjà là à certains endroits. Les données sont nécessaires et elles doivent être plutôt standardisées, même jusqu'aux robots en salle d'op. Donc, que ce soit l'Internet des objets chez quelqu'un ou les robots assistants en salle de chirurgie, il faut des standards sans lesquels on n'obtiendra pas tous les résultats voulus. Merci. C'est vos questions. J'ai d'autres questions, mais j'aimerais aussi engager notre public aujourd'hui. So, like to see any questions from the audience. Qui aimerait briser la glace? Il faudra, note l'interprète, répéter la question. Le modérateur doit répéter la question. Elle est inaudible pour l'interprète. You talked a lot, Blair, about the admin. So is it something that you'd like to clear, like? Vous avez parlé du côté administratif. Est-ce que vous souhaitez qu'on améliore le côté administratif et ensuite qu'on concentre ces gains potentiels au niveau des soins des patients? Parce que vous avez parlé beaucoup de processus d'affaires et de gestion du côté ressources humaines. En fait, au niveau des soins de santé, mais du côté administratif. Bon, réduire le fardeau administratif, cela peut-il se traduire en économie pouvant être réinvestie? Okay. Yeah, I don't know if we're that far in it. Bon, c'est le scénario un peu aigu que je dépeignais. Combien de fournisseurs avons-nous dans cette communauté? Combien devrait y être? Est-ce que ça peut rester ouvert 18 heures plutôt que 6 heures? Donc, les salles d'urgence, notamment en milieu rural, sont programmées pour être ouvertes un tel nombre d'heures. Donc, nous sommes en situation très aiguë. C'est un paramètre qu'on envisage d'étudier en Colombie-Britannique. Notre théorie, c'est que si on réduit le fardeau administratif des fournisseurs, en particulier en soins primaires, ils et elles pourront voir plus de patients et obtenir des taux de consultation plus élevés. Et l'une de nos stratégies est d'examiner l'expérience fournisseur et le flux de travail en pratique. Si on peut réduire les temps de traitement administratif, etc., alors le fournisseur peut voir plus de patients. J'ajouterais, du point de vue de la Saskatchewan, que beaucoup
de nos fournisseurs nous ont dit pertinemment qu'ils ont besoin d'informations lorsque l'interopérabilité existe des soins aigus aux soins primaires ou aux soins de longue durée et tous les points entre, alors les résultats sont meilleurs pour les patients. On a fait des études là-dessus qui confirment ce que je dis, ce qu'on savait tous déjà. Le fardeau administratif constitue un défi pour les fournisseurs de soins de santé et il faut l'amenuiser. Il y a beaucoup de moyens technologiques et facteurs habilitants, mais il y a aussi des défis au niveau des changements, des flux de travail. Et au cours des 4 dernières années, en Saskatchewan, nous avons créé une régie de santé, peut-être 2 organismes pour gérer tout le système, et cette évolution qui vise à abattre toutes les barrières et les flux d'administration, eh bien, nous amène à quelque part. On voit des retombées concrètes. On peut prendre 12 systèmes de laboratoire disparates et les unifier. Et on a vu donc ce fardeau administratif réduit sur les fournisseurs. Donc, ce que les fournisseurs me disent, comme toujours, c'est combien de différents logins ou accès dois-je faire, combien de clics. Donc, on essaie d'en tirer les leçons. S'il faut se brancher à 8 systèmes et appuyer sur des clics 1000 fois, on perd du temps de soins. On l'a vu aussi par les technologies de transcription qui viennent réduire ce fardeau administratif. Je vois qu'il y a une deuxième question. Hi, very interesting. Très intéressant. Déjà, il y a de l'innovation, des solutions disponibles, déployées, que ce soit au Royaume-Uni, en Australie, aux Pays-Bas et ailleurs. Je sens qu'il y a beaucoup de collaboration entre l'industrie et le système de soins de santé, jusqu'au point, du moins, où les marchés publics ou les achats les approvisionnements commencent à s'en mêler. Là, il y a une lacune. Donc, le cycle d'approvisionnement, est-ce que vous y songez? Donc, disons, des moteurs d'interopérabilité, ça peut prendre 1 an à rédiger et ensuite, ça prend 3 ans avant de remplacer un moteur d'interopérabilité, alors que la technologie existe, disponible. Ça ne devrait pas être si compliqué. Voilà un exemple simple de certains défis auxquels fait face l'industrie en essayant de vous aider à collaborer ensemble. Oui, bien sûr, je peux parler de cela. Nul doute que nos systèmes d'approvisionnement, nos exigences, nos approches différentes au pays constituent un défi, nul doute. On est tous aux prises avec ça. Hier, j'étais au téléphone pour ça, justement. Quelles sont toutes les exigences, règlements, exigences réglementaires, exigences législatives, les accords que nous avons convenus en Saskatchewan en matière d'approvisionnement, et c'est tout un défi. Inversement, je pense qu'on a vu une bonne collaboration entre certaines provinces, notamment par Inforoute, où on a fait une approche d'approvisionnement conjointe avec différents outils, différentes techniques, et ces projets ont bien fonctionné. Et ceci a réduit un petit peu le fardeau de chacune des provinces. Il y a beaucoup de possibilités, et oui, l'approvisionnement, sans en réduire l'importance, mais il y a aussi les côtés sécurité et protection des renseignements privés. Il faut trouver de meilleures façons, en se concentrant probablement au pays, sur la façon de rationaliser tout cela pour qu'on ne soit pas obligé de tous faire 10 ou 15 appels d'offres. Est-ce qu'on peut tirer profit des exigences les uns les autres, des exigences de l'autre et de l'un? Inforoute nous a aidés au niveau des démarches d'approvisionnement. Quel est le standard? Quelle est l'interopérabilité que nous allons créer?
Le résumé international du patient est un exemple. Quand on peut s'entendre au pays et que ceci est inscrit dans tous nos processus d'approvisionnement, cela aide. Pour un lit d'hôpital, par exemple. Donc, le travail d'interopérabilité est la clé pour nous aider à réduire le fardeau. Inaudible pour l'interprète. Merci. Je suis conseillère de patients en Colombie-Britannique. L'interopérabilité des données de santé habilite les patients, mais améliore la qualité et la sécurité des patients, des soins qu'ils reçoivent. Je suis en lien avec la passerelle de santé, le Health Gateway. Peut-être que Shannon voudrait nous dire ce qui est disponible là et ce qui s'en vient. Pour ceux qui ne connaissent pas notre projet du Health Gateway, la passerelle de santé, merci de cette invitation. C'est notre portail portail citoyen en Colombie-Britannique. Il y a là beaucoup de laboratoires d'imagerie, d'immunisation, d'accès à des médicaments. Beaucoup de choses transitent par là. Nous avons aussi plusieurs portails d'autorités de la santé, de régie sanitaire dans notre province. Récemment, donc, nous avons décidé et annoncé au secteur que nous allions passer à un portail complet pour la province qui inclurait tout cela. Ce ne sera pas nécessairement une technologie unique, mais nous voulons créer une expérience citoyenne commune et cohérente pour que ces derniers n'aient pas à aller à différents endroits pour consulter leurs renseignements de santé au moment d'aller à l'hôpital. C'est le même type d'approche pour les soins virtuels. Nous sommes donc en cours d'élaboration de la carte routière pour ce portail de la santé. On ajoute des ressources d'information en continu et en Colombie-Britannique, on a aussi fait des expériences en matière de réservation par les citoyens, notamment des vaccins de COVID, et la capacité de pouvoir leur envoyer un message texto lorsque le temps est venu pour un rappel. Et maintenant, on a élargi ça à la grippe. Ça nous permet de documenter de façon uniforme la grippe et la vaccination d'un bout à l'autre de la province. Donc, ces services de réservation que nous élargissons, et là, on ne va pas s'arrêter à la grippe, peut nous aider dans ce portail de la santé, ce gateway, à créer une expérience uniforme d'un bout à l'autre du pays. Est-ce que les autres conférencières voudraient se prononcer là-dessus? Oui, j'ajouterais que pour la Saskatchewan, nous avons déployé un portail provincial de renseignements médicaux, My Health Portal, et puis nous avons des rapports d'entrée numérique, des rapports de pathologie, de vaccination, et puis le système a connu un beau succès. Environ 60% de la population saskatchewanaise y a accès. Et puis, durant la pandémie, ça nous a été très utile. On veut également y ajouter d'autres éléments, les preuves vaccinales par l'entremise du portail pour les patients, également des prises de rendez-vous. C'est un portail unique pour les patients et la province. On veut que tout le monde puisse accéder à des rendez-vous virtuels, la prise de rendez-vous, des renseignements médicaux, et puis on veut également se doter d'une fonction où les citoyens peuvent entrer par eux-mêmes leurs renseignements par plusieurs appareils, que ce soit pour le diabète ou les rapports d'imagerie. À Terre-Neuve, c'est déjà possible. Et puis, on veut que ça fasse partie du dossier médical électronique qui ensuite est rattaché au système provinciaux. Et puis, on travaille au déploiement de nos rapports provinciaux, les
les rapports de congés et puis d'autres documents comme ça. Et puis, on veut, d'ici 9 mois, avoir complété cette étape-là. J'aimerais bien pouvoir téléporter Daniel. Il connaît beaucoup ce dossier. Comme plusieurs provinces, on a créé des fonctionnalités pour la vaccination, la prise de rendez-vous. Dans certains domaines, dans certaines régions de la province, on peut également documenter les prises de sang. Et puis, comme en Saskatchewan et en Colombie-Britannique, on veut inclure les rapports de laboratoire, les résultats d'imagerie médicale, et puis ensuite les entrées communautaires d'ici le début 2023 grâce à Inforoute. Puis en matière de collaboration, on est en communication avec l'équipe de Saskatchewan, Colombie-Britannique, Alberta pour partager nos leçons tirées, puisqu'il y a des complexités. Malgré ces beaux progrès, la gestion du changement, des décisions complexes à prendre. Et puis, on envisage également, dans le domaine des maladies chroniques, un élargissement des services. Et puis ensuite, que les patients puissent entrer par eux-mêmes leurs données. Et puis, on a un bel élan à l'heure actuelle grâce à la technologie, au progrès, et puis que les citoyens puissent accéder à leurs renseignements médicaux. Quelle est la stratégie de votre province pour réduire le gaspillage de ressources? Je n'ai pas la réponse, mais on est en train de mettre en place notre plan de durabilité. C'est une stratégie intégrée que nous élaborons dans l'ensemble du gouvernement de la Colombie-Britannique. On a des cibles de soins virtuels pour réduire nos émissions, pour que les patients puissent avoir accès à la télémédecine ou raccourcir les séjours à l'hôpital avec un congé plus tôt ou que les soins de courte durée puissent se faire à la maison. On est un patient actif de l'hôpital, mais on reste à la maison. Bien sûr, ce sont des initiatives importantes, mais on crée également une stratégie pour favoriser l'échange d'informations et les flux de travail électroniques. Restez à l'affût. En Saskatchewan, nous commençons tout juste à mesurer la télémédecine ou les avantages. On a fait des analyses initiales où plusieurs visites se font par télémédecine, ce qui évite à la population d'avoir à se déplacer sur de longues distances. On a lancé beaucoup de sondages auprès des patients qui soulignent de belles améliorations. 35 si je me souviens bien, indiquent que cela leur a évité un long trajet vers la clinique grâce à leur visite virtuelle. Et on veut suivre de plus près ces données. Et puis, on espère pouvoir vous donner d'autres informations là-dessus prochainement. À Terre-Neuve, c'est semblable. On commence à poser des questions, à avoir des conversations là-dessus. Bonjour. Ma question concerne l'avenir. On sait que
Le retard est long à rattraper. Nos technologies ne sont pas assez avancées. Les futures générations vont en demander plus. Elles ne voudront plus le statu quo. Le portail a beaucoup d'excellentes informations, mais ça ne sera pas assez. Les milléniaux, par exemple, veulent pouvoir accéder à l'information par un clic, et c'est différent de ma génération. Comment vos tables tiennent compte de cette réalité pour que nos systèmes soient orientés vers l'avenir, pour ne pas toujours rattraper le retard, puisque les prochaines générations vont nous pousser dans des directions que nous n'avons pas encore connues et voudront qu'on puisse leur transmettre plus d'informations électroniquement, avec l'importance de protéger les renseignements personnels, de l'innovation et du temps nécessaire pour réaliser des progrès. Je voulais savoir si vous aviez envisagé un système sur 10, 20 ans. Oui, vous avez tout à fait raison. D'après ce que nous avons vu dans les données de nos portails d'accès et qui utilise ces portails, quel groupe démographique, bien sûr, les plus jeunes générations sont beaucoup plus à l'affût de ces technologies et ces personnes nous disent directement ce qu'elles veulent. En Saskatchewan, on a organisé des groupes de discussion avec des patients pour avoir plus de renseignements sur le type d'information que les gens veulent, comment ils voudraient que ça fonctionne. Et puis, on nous dit souvent qu'on veut un seul portail, on ne veut pas aller à 10 endroits pour trouver l'information. Une application simple pour accéder aux données. Et c'est important de garder cette approche à l'esprit. C'est important pour nous de tenir compte davantage des besoins de nos citoyens sous cet angle-là. Les anciens systèmes posent un défi, puis il faut résoudre les problèmes pour qu'on puisse accéder à l'information beaucoup plus simplement. Divers jeunes médecins discutent avec de jeunes patients et ne comprennent pas pourquoi l'information n'est pas accessible. Elle est là, puis on ne comprend pas pourquoi on ne peut pas y accéder simplement. Il y a beaucoup de gestion de changement à faire. Et il y a beaucoup de complexité, comme nous le savons tous dans la santé, où nous devons réfléchir à tous ces enjeux-là. Et la pandémie nous a montré ce qu'on peut réaliser avec la santé numérique et la technologie, puis que c'est possible de lancer des systèmes rapidement. L'avantage, c'est que nos provinces et territoires veulent avancer dans cette direction, veulent plus de changements et les inconvénients veulent dire, en fait, le fait de progresser rapidement peut poser des inconvénients également. Et c'est important de réfléchir à notre stratégie numérique sur 5 ou 10 ans. J'aimerais ajouter que, puisque c'est un sujet si important, en Colombie-Britannique, on connaît sans doute les mêmes difficultés que les autres provinces et territoires. Si je pense au cadre législatif, on est encore dans un système ancien en ce qui concerne le partage d'informations. On ne peut même pas obtenir le système de prescription électronique en Colombie-Britannique, le Prescribe IT, à cause de notre cadre législatif qui est désuet à cet égard-là. Et l'importance pour un patient d'avoir un médecin de famille doit orienter nos décisions. Si les jeunes générations veulent une appli pour interagir virtuellement, pour contrôler leurs symptômes, c'est important de tenir compte de cette dynamique pour progresser. Et c'est peut-être un appel à l'aide dans ce domaine-là. Aux partenaires, aidez-nous à réfléchir à l'avenir dans un horizon de 20 ans. Parlez-nous de l'innovation internationale, puisque durant la journée, on n'a pas beaucoup le temps de réfléchir stratégiquement
et puis de prendre le temps de faire une recherche sur tout ce qui se fait ailleurs. Ce serait peut-être une bonne façon de nous aider. Merci beaucoup d'avoir soulevé la question. Oui, de travailler en collaboration, c'est important pour progresser de manière viable et que les fournisseurs puissent protéger les renseignements, faire les mises à jour nécessaires et puis qu'on se dote de systèmes durables. On le voit aujourd'hui que c'est important d'avoir une industrie numérique viable pour la santé. Bonjour. J'aimerais d'abord poser une question avec une mise en garde pour commencer. Je suis psychiatre, médecin qui a connu un épuisement professionnel avant la pandémie. Puis on sait ce que la pandémie nous a réservé. Mais je crois également dans le pouvoir de la technologie et de l'importance de soutenir nos médecins de famille qui portent le poids de la santé mentale au Canada. J'aimerais vous poser une question sur l'épuisement professionnel. Ce qui m'a poussé à cela relève de plusieurs facteurs, mais le manque de compassion dans notre système de santé, la peur d'envoyer un patient à l'hôpital sans savoir comment la personne se ferait traiter. Et je voulais savoir si, dans le cadre de ces nouvelles technologies, vous pensez à la compassion, à la bienveillance dans les soins de santé. Et puis, si oui, comment y réfléchissez-vous? De notre côté, on veut que des personnes comme vous puissent cheminer avec nous, avec les comités de gouvernance pour nous aider dans la gestion du changement et puis mettre de l'avant toute cette perspective. La technologie peut devenir une solution qui n'en est pas toujours une. Et pour nous, c'est important que les patients puissent s'asseoir à la table, que les fournisseurs puissent participer aux discussions pour avoir un portrait global de ce problème complexe. Merci pour l'excellente question. Comme ce que mon collègue vous a dit, on fait appel à plusieurs parties prenantes lors des comités de gouvernance pour gérer ces questions complexes. Bien sûr, on souligne l'importance d'aller au-delà d'une solution technologique, d'offrir plus de présence en personne, accroître l'accessibilité des services de santé avec la technologie, plutôt que se désengager ou que de devenir des centres d'appel à haut volume pour que la technologie puisse contribuer aux soins de courte durée. Et puis, comme pour les citoyens et les patients, on veut aussi répondre à leurs préoccupations et que la personne puisse avoir un contact direct. Nos prestataires nous indiquent que c'est important que les fournisseurs de solutions technologiques soient présents et puissent veiller à la compassion des soins plutôt que d'avoir une technologie impersonnelle. En Saskatchewan, on veut s'assurer que la compassion s'inscrive dans le continuum des soins. Et c'est un grand défi pour tout le monde. On est ici pour trouver des solutions dans cette direction-là. Oui, je suis d'accord avec les commentaires qui viennent d'être faits. C'est important de veiller à la sécurité. Et puis, durant la pandémie, nous avons appris des méthodologies plus flexibles, d'avoir un système pour faciliter les congés d'hôpitaux. On a un comité de patients qui est très actif pour gérer les congés d'hôpitaux par le portail.
et de faire un suivi après un congé d'hôpital récent. Et c'est une approche qui fonctionne bien pour nous, de travailler entre parties prenantes. Mais l'écoute est aussi très importante, de se rapprocher des divers intervenants. On vient de terminer un mois intensif pour les négociations de notre entente cadre avec les médecins et j'ai travaillé avec des hauts responsables du ministère de la Santé, avec toute l'équipe. Et puis nous avons écouté, d'abord et avant tout. J'ai eu de très belles discussions individuelles avec des médecins qui finissaient en larmes, qui me disaient qu'ils avaient une charge de travail intensive et que ces personnes devaient ensuite s'occuper de leur rapport et gérer une bureaucratie très complexe qui pouvait prendre jusqu'à 45 minutes après une longue journée. Et puis, c'est important d'écouter ces préoccupations pour qu'on puisse avoir de la compassion dans notre travail. Merci beaucoup. Fantastique, le dialogue. Thank you. Merci à l'auditoire aussi pour vos questions. J'espère que vous avez trouvé ça intéressant et je vous invite à continuer dans la conférence. So, thank you very much. It was a great questions from the audience. Merci beaucoup pour ces excellentes questions. Merci beaucoup au groupe d'experts